Ce petit village, c'est San Pedro. Nous sommes au nord du Chili, dans une oasis du désert d'Atacama, au pied de la cordillère des Andes. Aujourd'hui, nous allons monter à plus de 5000 mètres d'altitude, sur le plateau de Chagnantor, où se trouve ALMA, le plus haut observatoire de la planète. Avec ALMA, les astronomes observent la naissance des planètes autour des très jeunes étoiles. Ils découvrent des systèmes planétaires très différents de notre propre système solaire. Mais avant d'affronter les conditions extrêmes de la haute altitude, nous allons nous acclimater ici, dans le village de San Pedro et sa région. Il faut dire que ce village, habité par les Indiens Atacamènes, est devenu un haut lieu touristique. On vient ici pour arpenter les volcans, le désert et ses lagunes. On vient aussi ici pour profiter de la pureté de l'atmosphère et admirer le ciel austral. Alain Maury est un ami de très longue date. Je l'ai connu lorsqu'il était chercheur en France. Depuis 10 ans, il a posé ses valises et ses télescopes ici. Alain est installé en dehors de San Pedro, non loin du salar d'Atacama. Le long de la cordillère, de nombreux lacs bloqués entre les montagnes se sont évaporés, formant de vastes étendues de sel. Dans son jardin planté de coupoles, Alain a réalisé un petit paradis astronomique. Il offre à des astronomes amateurs et professionnels des 4 coins du monde la possibilité d'héberger chez lui leur télescope. Outre la photographie astronomique, la plupart de ces télescopes servent à la recherche de comètes et d'astéroïdes, un thème de recherche qu'Alain, ancien astronome professionnel, n'a jamais abandonné. Le premier astéroïde, on l'a trouvé en 1801, si je me souviens bien, ouais. Et on lui a donné le numéro 1. Ouais. Et on en est à combien maintenant? Il y a eu une évolution dans les découvertes? Ah oui, monstrueux. Quand moi j'ai commencé à observer, on devait être à quelque chose comme 5000 astéroïdes. Et puis surtout avec les efforts de la NASA, puis surtout les nouvelles technologies, on arrive aujourd'hui à 600 000. Quoi. Donc là, si tu regardes, je peux te mettre sur la carte sur les ordinateurs, et tu vois, il y a une option là, afficher tous les astéroïdes. Et puis ça affiche. Et en fait, comme chaque astéroïde est un petit point bleu, voilà, l'écran est tout bleu, quoi. Voilà, c'est ça. Et dans tout ce lot d'astéroïdes, il n'y en a pas un qui porte ton nom, non? Alors il y en a un depuis longtemps, c'est 3780 en 1985, puis il y a le tien aussi. Et alors ils sont où nos astéroïdes alors? Oh là il faudrait voir, alors attends. Il se déplace quelque part entre Mars et Jupiter? Le mien n'est pas trop loin de Saturne, donc à la limite ce soir on pourrait le regarder. Ouais. Et le tien... C'est un cadeau que tu m'as fait? Ouais. Le tien... Il est là, il est tout près du Soleil. Ça veut dire qu'il est à côté du Soleil en ce moment? On ne peut pas le voir en ce moment, il est de l'autre côté du système solaire. Alain, tu me disais que vous aviez des collaborations avec les astronomes professionnels qui utilisent des très gros télescopes. Alors quel genre de travail vous avez fait ici par exemple? Il y a par exemple un des domaines qui est que la plupart des astéroïdes sont entre Mars et Jupiter, et depuis 1992, on a découvert tout un tas d'autres astéroïdes qu'on appelle les astéroïdes transneptuniens. Qui sont très loin alors? Alors là, ouais, les plus proches, c'est 6 milliards de kilomètres, et ça va nettement plus loin. Et le problème, c'est qu'on ne connaît justement pas du tout les diamètres, et on peut le connaître quand l'astéroïde passe devant une étoile. Il va faire une éclipse. Voilà. Mais la durée de l'éclipse te renseigne sur la taille de l'objet. Plus l'objet est grand, plus ça prend de temps. Et donc, on a fait pas mal de collaborations là-dessus. En fait, je crois que les 2/3 des observations de ces occultations-là, ce qu'on appelle les occultations d'astéroïdes, ont été faites ici. C'est un peu comme la marine, c'est pas parce que tu as un porte-avions que les petites vedettes sont pas utiles. Donc voilà, nous on est des petits bateaux à rame, quoi. Mais il y a un travail encore, il y a encore plein de travail à faire en astronomie avec des télescopes, disons de taille amateur. C'est des gros télescopes amateurs, c'est des tout petits télescopes professionnels. Et au niveau européen, l'essentiel du travail est fait par des amateurs. Toutes les nuits, Alain fait découvrir la magie du ciel austral à des groupes de visiteurs de passage à San Pedro. Je connais son formidable talent à raconter le ciel. Et pour rien au monde, je ne veux manquer ce tour des étoiles. Alors, quand on regarde le ciel, on ne peut pas mémoriser le ciel. Personne ne peut apprendre le ciel. Ce que les gens ont fait dans le passé, ils ont regardé le ciel et ils ont vu en fait qu'il y avait des étoiles qui faisaient des dessins. D'accord? Et là, on a cette aptitude à voir des choses. Des fois, vous allez voir un nuage, vous allez dire, oh, ça ressemble à un oiseau. D'accord? Donc ces groupes-là, c'est ce qu'on appelle les constellations. Alain, tu nous montres la plus belle des constellations?
La Croix du Sud. Ouais. Alors la Croix du Sud, c'est vraiment typique d'ici. Elle est là. Elle s'appelle la Croix du Sud seulement depuis 1630. C'est une constellation de chrétiens. Les barbares, donc les gens qui n'avaient pas notre raffinement et notre culture, ne savaient pas crucifier. C'était des brutes, il faut dire ce qui est. Et donc, nous, on voit une croix, c'est-à-dire que si on met 2 lignes entre ces étoiles-là, c'est une croix, mais ça aurait pu être un cerf-volant, ça aurait pu être une flèche. Il y a plein de manières de voir les constellations. Alors évidemment, aucune de ces étoiles-là n'est à la même distance, mais nous, on voit quelque chose à plat sur le globe. Chaque civilisation projette dans le ciel sa propre mythologie. Contrairement à notre tradition occidentale de relier les étoiles entre elles pour dessiner des formes, les Incas, eux, utilisaient les parties sombres du ciel. Ainsi, les contours de leur animal sacré, le lama, suivent la forme d'un gigantesque nuage sombre de poussière interstellaire. Et un peu plus vers le bas, il y a une autre étoile qui s'appelle Canopus, qui est la 2e plus brillante du ciel, qui est vraiment aussi une étoile typique de l'hémisphère sud. Tu sais que Canopus, c'est l'étoile à partir de laquelle j'ai commencé ma randonnée céleste. Ah ouais? Pourquoi? C'est une étoile qu'on voit que depuis l'hémisphère sud. Ouais. C'est la 2e plus brillante étoile du ciel, Ouais. comme tu l'as dit. Ouais. Pour un astronome de l'hémisphère nord, c'est vraiment un objet midi. C'est un signal, quoi. Donc j'ai commencé. Je t'ai amené l'image. Ouais, Regarde. montre-moi. Ah oui, il y a du monde là. Ah ouais, tu vois, Canopus, elle est là. Elle est là. Elle est là. Donc j'ai commencé par ici. Et il y a combien d'images en tout? Il y a 1200 photos pour une mosaïque qui en fait 224 champs. Alors tu vois, sur une image comme ça, qui m'a pris à peu près 2 ans de prise de vue, je peux compter à peu près 10 millions d'étoiles. Ouais. Et dans le ciel qu'on voit ici, tu peux voir combien d'étoiles à l'œil nu? À l'œil nu, dans les 3000, 3500. Quoi. Mais ça va dépendre de la personne, évidemment. Donc voilà, tu regardes là. Donc là, on a pointé au-dessus d'Alpha du Centaure et Epsilon. Et là, il y a une petite tache floue à peine visible. Et dans le télescope, près du centre, tu vas voir plein de petites étoiles ensemble. Et donc ça fait partie de ce qu'on appelle donc les nébuleuses. Pendant qu'Alain finit son tour, je m'éclipse pour aller faire des images de mon côté avec un de ces télescopes qu'il m'a gentiment prêté. Je le pointe aussi sur une nébuleuse, celle d'Orion. C'est l'une de mes préférées. En 10 minutes à peine, grâce à cette nouvelle génération d'appareils photo numériques, je réalise une image d'une qualité qu'il aurait été impossible d'imaginer il y a à peine 10 ans. Hola, Jimena, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Qué azul el cielo. Sí, muy bonita este horario. Sí. Jimena Cruz Mamani travaille au musée de San Pedro. Cette Atacamène étudie les mythes de ses ancêtres. Avec elle, je vais pouvoir comprendre un peu mieux la mythologie du ciel des Indiens et leur récit de l'univers. Un récit qui est aussi gravé sur les rochers de Yerbas Buenas. Ah, ils sont vraiment magnifiques. Il y en a 2, il y a même un bébé à l'intérieur du ventre, c'est ça? Sí, los llaman. La llama es muy especial. Le lama est un animal qui occupe une place particulière dans la culture atacamène. Nos aïeux, il y a bien longtemps, croyaient que les lamas que vous voyez ici étaient aussi bien dans le ciel que sur la terre, qu'on pouvait les voir marcher pendant notre vie et qu'une fois qu'on mourait, quand on allait au ciel, on retrouvait cet animal dans la Voie lactée où tu peux voir un lama représenté. Pour les anciens, c'était le fleuve du ciel. Ils croyaient que quand on mourait, la lune se retrouvait enceinte et qu'après 3 mois, elle donnait naissance à une étoile qui contenait toutes les âmes de ceux qui avaient quitté notre monde. Les anciens disaient toujours que tout ce qui est en haut se retrouve en bas. C'est comme un reflet. On va toujours retrouver là-haut ce qu'on a vécu ici-bas.
la lumière est magnifique. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire ici? Je vais faire un time-lapse. Je vais prendre juste 1000 photos et ça fera à la fin une vidéo où on verra tout le ciel qui tourne au-dessus de la cordillère des Andes. Pour nous, les montagnes, les volcans, ce sont nos ancêtres bienveillants. On dit qu'avant, ils étaient en vie et sont venus ici. Ils nous encerclent, comme tu peux voir, ils sont tout autour de nous. Et ils veillent sur nous, nous protègent. Et vraiment, pour nous, les volcans sont sacrés. Je comprends très bien le rapport intime que Jimena et son peuple entretiennent avec leurs montagnes. La beauté, la puissance des paysages et du ciel des Andes s'imposent à moi. Dans le silence du crépuscule, la lumière qui change sur ces montagnes les rend presque vivantes. Le lendemain matin, il est temps pour moi de monter vers le camp de base d'Alma, une véritable cité scientifique à 2900 mètres d'altitude. Alma est le plus grand projet astronomique jamais imaginé. Un réseau géant de 66 antennes. Ce défi technologique et scientifique a réuni pour la toute première fois l'Europe, les États-Unis et le Japon. Sur le parking où sont assemblées et testées les antennes de l'observatoire, j'ai rendez-vous avec Susanna Randall, une astronome anglaise de l'ESO, l'Observatoire européen austral. ALMA est un télescope composé d'un réseau d'antennes qui travaillent comme une seule antenne. C'est ce que l'on appelle un interféromètre. Mais ça ressemble pas vraiment à un télescope, hein. Pour moi, un télescope, c'est un miroir et ça regarde, ça observe les étoiles. Là, on a des antennes autour de nous. Oui, c'est parce que nous travaillons avec une longueur d'onde différente. On ne travaille pas dans les longueurs d'onde visibles, que l'on voit avec nos yeux. Nous travaillons dans le millimétrique et le submillimétrique. C'est comme de l'infrarouge ? C'est plus loin que l'infrarouge. Tu as le visible, l'infrarouge, le submillimétrique et les ondes radio. En captant cette lumière invisible, qu'est le rayonnement millimétrique et submillimétrique, les antennes d'Alma vont permettre d'observer les zones les plus froides et les moins lumineuses de l'univers, comme les nuages de gaz et de poussière où naissent les étoiles et les planètes. Un domaine d'observation pratiquement inaccessible jusqu'à présent et que le télescope va révéler avec une précision redoutable. Comparé aux autres observatoires millimétriques et submillimétriques, c'est vraiment un tournant, une avancée majeure. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Jusqu'à présent, le plus grand télescope ne comptait que 6 antennes. Et ici, on va en avoir 66. Si les antennes sont assemblées et testées au camp de base d'Alma, elles doivent ensuite être emmenées au sommet de l'observatoire, à 30 km de là et 2000 mètres plus haut. Chacune pèse 115 tonnes et c'est sur le dos d'une machine étrange, un engin à 28 roues construit spécialement pour ce projet, que la montée s'effectue pendant près de 5 heures. Installé entre les volcans à plus de 5000 mètres d'altitude, on est ici plus haut que le Mont Blanc. Alma est un observatoire de l'extrême, un instrument incroyable. Après avoir cherché partout autour de la planète, les astronomes ont finalement choisi ce site du plateau de Chagnanctor pour installer le réseau d'antennes du télescope. Le problème de cette lumière invisible, qu'est le rayonnement millimétrique, c'est qu'il est absorbé par la vapeur d'eau de l'atmosphère. L'altitude et surtout la sécheresse de l'air du plateau de Chagnanctor permettent d'observer le ciel comme nulle part ailleurs dans le monde. Regarde ça, la danse des antennes. Ça tourne très très vite. Hein. Oui, le mouvement est incroyable. C'est comme un ballet.
Susanna, maintenant on est au milieu du réseau ALMA, c'est absolument immense, il y a des antennes partout. Oui, ça peut paraître énorme, mais pour l'instant, on est encore dans une configuration assez compacte. On est sur une surface de test d'environ 1 km de diamètre. Tu peux voir de cette antenne à celle qui est la plus loin, la distance n'est que d'1 kilomètre. Mais en capacité maximum, avec toutes nos antennes, nous aurons une configuration qui pourra s'étendre jusqu'à 16 km de diamètre. On gardera un noyau d'antenne compact et les autres se déploieront en spirale pour mieux couvrir le ciel et obtenir les meilleures images possibles. La différence sera dans la résolution que l'on obtiendra. La résolution, c'est la finesse de détail qu'on peut regarder sur un astre, c'est ça? Exactement. Pour l'instant, nous obtenons de gros pixels. On obtient des images encore assez grossières. Mais au final, avec la configuration sur 16 km, on obtiendra une excellente résolution. Comment on peut comparer la finesse des images qu'on peut faire ici avec ALMA, avec la finesse des images d'un grand télescope optique ou du télescope spatial Hubble, par exemple? Ce que l'on observe principalement avec ALMA, c'est l'univers froid. On peut voir par exemple la formation des planètes au sein de la poussière, la naissance des étoiles dans les cocons de poussière. On peut regarder à travers les nébuleuses, alors que le télescope spatial Hubble ne voit lui que des nuages noirs opaques. Nous, on peut les traverser pour voir les étoiles derrière. Susanna, c'est une vraie révolution, hein. Parce que moi, je connais les astronomes depuis plus de 30 ans et je les ai toujours entendus dire c'est très difficile d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur des nébuleuses pour voir naître les étoiles. Je ne parle même pas des planètes. Il y a 30 ans, on ne rêvait même pas voir apparaître une planète autour d'une étoile. C'est un rêve d'astronome, finalement, Alma. Oui, c'est incroyable. Ça va permettre à la science et à l'astronomie de faire un bond en avant. Ça va dominer l'astronomie pendant les décennies à venir, je pense. Cette image, qui à première vue n'est guère impressionnante, a pourtant fait le tour du monde de la communauté astronomique. C'est la toute première observation jamais réalisée de la formation d'un système planétaire autour de sa jeune étoile. C'est l'équipe de Simon Casasus, astronome à l'université de Santiago du Chili, qui l'a réalisée. Une étoile qui vient de naître est entourée par une espèce de soucoupe, c'est donc un disque fait de gaz et de poussière interplanétaire. C'est ce qu'on appelle un disque protoplanétaire. C'est cette matière-là qui va conduire au système planétaire qui va entourer l'étoile. Mais on ne voit pas l'étoile dans cette image. On ne voit que le matériel qui entoure l'étoile. Et en vert, on voit le gaz, c'est-à-dire le gaz plus dense qui va conduire à la naissance des géantes gazeuses. Et on voit que le centre de ce disque est déblayé. Cette vue d'artiste montre la zone évidée autour de l'étoile, ainsi que deux filaments dans lesquels deux protoplanètes de type géante gazeuse, c'est-à-dire ressemblant à notre Jupiter, sont en train de se former, en agglomérant à leur profit les poussières et le gaz du disque, comme des boules de neige. À partir de leurs observations, les astronomes simulent sur ordinateur la naissance et l'évolution des systèmes planétaires qu'ils étudient. Le rayonnement des étoiles naissantes réchauffe le disque de gaz et de poussière qui les entoure. On sait que c'est dans ces disques que se forment les planètes. Millions d'années après millions d'années, le gaz et la poussière de ces disques protoplanétaires est dissipé ou aggloméré et donne naissance à un système planétaire plus ou moins à l'image du nôtre. Pourquoi c'est important d'observer ça? On observe la naissance d'autres systèmes planétaires pour comprendre notre propre système planétaire, pour comprendre l'origine du système solaire. D'où vient le planétaire? Pourquoi est-ce que la planétaire a la composition qu'elle a? Pourquoi elle a tant de roches? Pourquoi elle a tant d'eau? Pourquoi est-ce que Jupiter est à la position qu'a Jupiter, n'est-ce pas? Toutes ces questions-là sont fondamentales pour comprendre l'origine de la vie. Scruter l'origine des mondes. Jusqu'ici, les naissances d'étoiles et de planètes étaient quasiment inobservables, faute d'instruments assez précis. ALMA ouvre un champ de recherche complètement nouveau, où tout reste à découvrir. Pour reconstituer le film de la naissance et de l'évolution des systèmes planétaires, phénomène qui s'étend sur des millions d'années, les astronomes pointent le télescope sur toute une variété de systèmes, très jeunes ou à l'inverse plus âgés. François Ménard,
directeur de recherche au CNRS, s'intéresse plus particulièrement à l'anneau qui entoure l'étoile Fomalhaut. Fomalhaut, c'est une étoile proche qu'on voit à l'œil nu, qui est très brillante, mais pourquoi cette impatience à pointer Fomalhaut avec ALMA? Avec la mise en service de plusieurs observatoires, un à la suite des autres, le télescope spatial, le télescope Spitzer infrarouge, le télescope Herschel et maintenant ALMA. Enfin, on a étudié toujours avec de plus en plus de détails l'anneau de Fomalhaut et on pousse de plus en plus loin l'analogie avec notre propre système solaire. C'est un super laboratoire. Mais alors j'imagine que les astronomes ont cherché des planètes autour de Fomalhaut. C'était la chose évidente à faire, évidemment, enfin, parce qu'on avait tout un faisceau de présomptions qui nous amenait à croire qu'il y avait une planète. Enfin. Puis, parmi les présomptions les plus fortes, l'anneau, il est elliptique, il est pas rond, en fait. Il est légèrement déformé. Et en plus, l'étoile, Fomalhaut, donc, n'est pas au centre de l'anneau. Ça veut dire qu'on imaginait que ce disque était attiré, déformé par une planète invisible? Exactement. C'est probablement l'explication la plus simple. Une planète, pas trop massive parce qu'elle détruirait l'anneau, qui est en orbite elliptique autour de l'étoile et qui sculpte, qui maintient l'anneau en position, en fait. Donc, elle a été vue la première fois en 2006 avec des images du télescope spatial. Et rétrospectivement, les astronomes sont retournés dans les images d'archives pour essayer de retrouver des traces antérieures de la planète, ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, on a deux époques, 2004, 2006, où on voit le mouvement du petit corps lumineux juste à l'intérieur de l'anneau, donc qu'on associe à la planète qui sculpte l'anneau de Fomalhaut. Aujourd'hui, on a détecté combien de planètes dans l'univers? 1000, 2000? On doit être un peu plus, quelques milliers, 2 ou 3 000. Il y en a peut-être à peu près 1 millier qui sont bien confirmés. On doit avoir des candidats pour 2 ou 3 000 de plus avec les satellites présentement en opération. Alors si je vous demandais statistiquement ce que ça représente au niveau de la Voie lactée, de la galaxie entière? Le bon ordre de grandeur, c'est au moins une planète par étoile, donc plusieurs centaines de milliards de planètes dans notre propre galaxie. Mais François, cette quête des planètes extrasolaires, ça n'a pas qu'une portée scientifique, ça a aussi une portée métaphysique, philosophique. J'avoue que moi, je suis scientifique avant tout, mais moi, je crois que force est d'admettre que découvrir, déjà en 1995, une autre planète à l'extérieur de notre propre système solaire, ça nous remet pas mal en perspective, en fait. On n'est pas les seuls, hein. Il y a d'autres systèmes solaires déjà. Et puis avec toutes les nouvelles observations, c'est pas l'exception, c'est probablement la norme qu'il y ait beaucoup de systèmes solaires, au moins dans notre galaxie. Au moins une planète par étoile. Probablement plus. 1000 milliards d'autres planètes dans notre seule galaxie. Une infinité ou presque d'autres mondes, avec leurs saisons, leurs paysages, leurs couchers de soleil et leurs ciels étoilés.